Alors, on redémarre cette deuxième séquence de C'est positif en Mayenne avec une école publique, cette fois-ci, de la Seine-Croix-Naise. Donc, monsieur le maire, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, Joseph Juget, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis, l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est la même que tout à l'heure, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Comme tout à l'heure, vous avez une vingtaine de minutes pour présenter le projet. Et maintenant, vous l'avez bien compris, vous avez la parole dans la quarantaine de minutes qui suivent. Vous voyez qu'en 40 minutes, on a le temps de décortiquer, on a le temps de répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. À vous la parole. Alors, c'est presque la même équipe, on fait la même ingénierie thermique. On s'associe cette fois-ci avec aussi un bureau de structure, avec l'idée aussi de s'améliorer sur la construction bois-paille. On en parlait un petit peu à la pause, notamment de monter un petit peu en compétence sur les compositions de parois et sur les coefficients de migration de vapeur d'eau, qui est un des points particuliers. Je pense que là, on arrive quand même à une maîtrise beaucoup plus aboutie, en tout cas, du système constructif. Mais ça aussi, c'est l'expérience et la formation à la fois de la part des maîtriseurs et de ces entreprises qui permet de le faire. Alors, la Seine-Croix-Naise, c'est à moins de 10 km de Saint-Élion-sur-Gros. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien quand on a fait ces deux projets. On avait, il me semble, déjà commencé le chantier de la cantine quand ce projet a été lancé. Donc pareil, marché à procédure adaptée avec un oral d'auditoire qui nous a permis en tout cas de donner de discuter, voilà, un peu des ambitions et des enjeux avant même de parler de projet. Bon, je vais vous montrer, je vais vous parler du principe et de l'évolution et de l'évolution finalement du projet dans le temps, parce qu'il n'était pas prévu forcément ici à l'origine. Donc là, vous voyez, c'est le cours de la Seine-Croix-Naise, avec finalement le centre-bourg, une série de jardins plein ouest qui sont en terrasse sur les contreforts du bourg, et en partie basse, on arrive sur le juste avant de commencer, on voulait quand même dire aussi que les GAL Sud-Mayenne étaient présents, notamment dans l'appel d'offres. Et on voulait aussi parler du conseil municipal, mais vous en parlerez peut-être après. Conseil municipal qui était contrasté et finalement qui nous a permis d'avoir des débats pendant les moments de conception, ce qui fait qu'en fait on a argumenté à chaque fois l'ensemble des choix et l'intégralité finalement des phases de projet ont été votées à l'unanimité. Ce qui est quand même important pour nous, on a fait aussi une appropriation des bâtiments par les usagers. Alors, l'idée, c'était de construire une école, parce qu'aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a l'école primaire qui est par ici, l'école maternelle qui est à cet endroit avec la cantine, et finalement, il n'y a que 3 classes. Donc, en fait, il y avait quand même une difficulté des institutrices qui, finalement, avaient du mal à faire une équipe soudée, qui restait peu de temps. Donc, quand même, l'idée de la mairie, c'est de dire pour aussi garder cette école dans la commune, le fait d'arriver à souder des équipes et de garder les gens longtemps dans la commune. Donc, il y avait l'idée de fédérer et de reconstruire finalement cet ensemble scolaire. Et on avait carte blanche finalement sur toute la partie ouest du site, qui s'appartenait à la commune. Donc, l'implantation finalement du bâtiment n'était pas imposée à la commune. Donc, on a commencé finalement par réfléchir finalement à la meilleure localisation possible. Ici, il y avait la mairie, il y a un ensemble de lotissements qui est situé au sud, où il y a une partie des enfants qui habitent aussi. Et donc, on s'est posé la question de l'implantation avec l'idée quand même de se dire, au-delà du bioclimatique, des matériaux ressourcés, peut-être de dire qu'il fallait aussi qu'on limite l'artificialisation des terres et qu'on essayait davantage de participer au renouvellement urbain. C'est pour ça qu'on a identifié finalement ce parking qui était un des grands parkings de la commune qui était utilisé surtout le week-end pour le terrain de foot. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'était de se dire que pour réfléchir à une école, peut-être qu'on pouvait quand même s'appuyer sur les bâtiments scolaires existants, la cantine et la maternelle, et puis aussi finalement sur tous ces jardins qui apportaient finalement, qui pourraient participer aussi à terme avec l'idée d'un niveau de chaleur. Donc progressivement, on s'est dit que plutôt que d'aller loin en créer des lotissements, on allait essayer de se rapprocher le plus possible du tissu urbain existant. Donc ça, c'est le projet qu'on a mené.
avant le démarrage chantier. C'est bizarre que ça a changé pendant le chantier. Donc le principe qu'on a retenu, c'était donc de s'appuyer sur cette cour, de construire 2 bâtiments, donc là plutôt la partie maternelle et la partie primaire, pour que les bâtiments forment les limites des futures cours de récréation. Avec l'idée aussi de dire on ne va pas rajouter ensuite des clôtures, des murets, et finalement il fallait qu'on arrive à participer et finalement à régénérer ce qu'on appelle un cœur d'îlot. On s'est aussi appuyé sur la topographie existante des lieux, en réutilisant finalement les gradins ou les terrasses des jardins existants pour aussi différencier la cour de récréation maternelle et la cour de récréation. On a aussi réintégré finalement dans le projet la cantine actuelle pour qu'elle reste comme ça. Aujourd'hui, on va construire un portique de panneaux photovoltaïques devant et l'ancienne école maternelle va être reconvertie en périscolaire. Et donc finalement, on est parti d'une école de 3 classes avec l'idée de se dire qu'on revenait finalement à l'idée d'un ensemble scolaire unitaire un petit peu plus global. La deuxième chose qu'on a essayé de porter, c'était la relation qu'il y avait entre le centre-bourg et le grand paysage. Et finalement, cette relation, au moins visuelle, on devait toujours avoir pour retrouver finalement cette complicité et aussi le plaisir d'habiter dans ces lieux-là. Et puis, comme je vous le disais, une grande partie du bourg, notamment sur le lotissement pavillonnaire qui était au sud, des enfants qui venaient du sud, c'est aussi pour ça que, on va dire que l'entrée principale était plutôt sur cette partie-là, puisque c'était la majeure partie des enfants. Donc l'entrée finalement se situait dans l'intérieur. Alors, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire ce projet, cette maison était à vendre. Et tout de suite, nous, on y a vu potentiellement un accès, la possibilité de relier directement. Mais à 2 semaines près, elle avait été achetée par un particulier. Donc on est passé à autre chose. Là, on s'est dit que c'est pas grave. Il fallait quand même réfléchir à l'échelle du bourg. Et donc au moment où on a commencé le chantier, je crois qu'on avait coulé 1 ou 2 massifs de fondation. Monsieur le maire est venu nous voir en nous disant le propriétaire revend parce que la maison est vraiment vétuste, il ne veut rien en faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, il connaissait déjà notre réponse. Donc on a suspendu le chantier et on a déplacé toute l'école de 3 mètres vers le nord pour pouvoir créer un cheminement direct et finalement utiliser le jardin de cette maison comme étant finalement l'extension des cours, une forme de parc urbain qui permettait de retrouver à pied le parvis de l'église et surtout le café communal qui était ici, qui aujourd'hui va pouvoir s'ouvrir et avoir une terrasse en faisant l'articulation. Donc ce qu'on veut dire aussi, c'est que au-delà de la résolution formelle des bâtiments, je pense que ce qui est important pour nous et mon aide d'ouvrage, c'est de partager les intentions du projet. Ce qui fait que quand une opportunité se présente, en fait, on a la réponse ensemble, parce qu'on partage cette intention. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le projet dans son état actuel. A priori, on va tout modifier. C'est-à-dire que vous avez pris 2 mois de retard. Donc ça, c'est le projet qu'on est en train de construire. Donc finalement, vous voyez, finalement de réutiliser aussi la façade du bâtiment existant pour que ça participe à la conception des cours. Finalement, de réouvrir ici le pignon de l'ancienne maternelle pour que le périscolaire soit rattaché au cours. Et puis un ensemble finalement de rampes, d'escaliers, de cours, de passages publics qui permettent finalement de valoriser tous les cheminements piétons existants et pour qu'on valorise ce tissu-là. J'accélère, on est bien. À peu près fait la moitié. Enfin. Donc on va parler, donc ici vous voyez une photo, donc là c'est en chantier, hein, les sols sont pas encore terminés, mais c'est le cheminement public qu'on a créé entre les murs en ardoise existants qui finalement font les contreforts des différents jardins en terrasse, et puis le bâtiment construit en structure bois isolation paille, et finalement on se baladera à couvert entre le bâtiment et les infrastructures existantes. Ce qu'on voulait dire également, c'était encore une fois la qualité des entreprises. Ça reste quand même relativement technique. On essaye de faire peu de détails, mais qu'ils soient bien maîtrisés.
Et on arrive aussi sur des formes d'expression de bâtiments qui nécessitent quand même un savoir-faire. Là, on est en termes de structure, on a évité toutes les croix de Saint-André en façade sur le bâtiment pour avoir 80 mètres linéaires de façade vitrée sans contreventement. On vient s'ancrer finalement dans les contreforts du bourg, donc on a beaucoup d'infrastructures. Donc voilà, nous, l'idée, c'est de faire participer les entreprises locales le plus possible. Et c'est vrai que là, on voit bien qu'on atteint aussi des fois des limites d'entreprise. Alors nous, on essaye de projet en projet d'essayer justement de pousser ces limites et qu'ensuite elles puissent les valoriser. On voulait notamment parler de Sabin Bâtiment qui est en train de faire toute cette partie et aussi de la SCOB, finalement, qui a fait un très très beau travail sur la charpente. Et là, on a encore l'image du charpentier peut-être tout seul ou à 2 personnes dans l'atelier. C'est quand même aujourd'hui des filières qui se structurent, des ateliers, il y a 60-70 personnes. On a vraiment affaire à des professionnels qui maîtrisent extrêmement bien le sujet. Alors, management responsable, on va peut-être laisser parler le d'ouvrage, notamment sur nos relations. Nous, on a juste mis cette photo en exemple, parce que là, on travaille aussi le soir entre 20h et 23h lors des conseils municipaux. Ce qui est important pour nous, c'était un moment de trouver des moments où on arrive à travailler avec les futurs usagers. Donc là, par exemple, il y a une partie du conseil municipal, il y a toutes les institutrices, les ADSEM, et des parents d'élèves, qui des fois sont par ailleurs aussi instituteurs dans d'autres communes. Et donc ça, c'est en avant le projet sommaire, on a quand même parlé de la question des distributions, la question de l'orientation des classes, la manière de travailler, en tout cas les besoins pédagogiques, on a parlé de matériaux, avec l'idée finalement qu'on fasse une école aussi qui corresponde aux besoins et aux envies, pour que ça soit le plus adapté. Oui, alors bon, je vais redire un peu ce qui a été dit. Donc, effectivement, cette école il y a très longtemps que la mairie de la Seine souhaitait faire une école. Ça ne s'était jamais concrétisé parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Ensuite, au niveau démographique, c'est pas évident. En fait, cette école, si vous voulez, c'est un peu un pari, qui a pris les différents conseils, puisque ça s'est fait sur 2 ou 3 conseils municipaux. C'est un pari qui dit la chose suivante. Si on ne fait pas d'école, les écoles sont sur 2 sites, c'est mal fait, enfin bref, ça marche pas. La première école à fermer, c'est la nôtre. Si on fait une école neuve, les instituts s'y plairont, ce sera plus facile, et ça servira également peut-être d'attrait pour les habitants, puisqu'on a des lotissements qui ne sont pas complètement pleins. Voilà. Donc, le conseil municipal précédent, donc la mandature précédente, a étudié, je dis ça parce que je n'ai pas participé dans le détail, si vous voulez, à la concrétisation de ce projet, mais je le soutenais, donc avec les architectes, ce qui vient d'être dit, donc les représentants des parents d'élèves, les instituts, le choix d'une construction bois-paille avait été décidé par le conseil. Ensuite, le choix des architectes a été décidé par le conseil précédent également. Pourquoi, je vais vous le dire, pourquoi est-ce qu'on a choisi 8h Moret? En ce qui me concerne, un des arguments qui me semblait important, c'est que ce sont des universitaires, c'est-à-dire qu'ils sont enseignants, et donc pour nous, il nous a semblé, si vous voulez, peut-être un peu plus ouvert. Alors bien sûr, on a profité des avantages du fait qu'ils soient universitaires, mais aussi un peu des inconvénients, parce qu'au point de vue administratif, je pense pas qu'ils soient très au top. Enfin bon, c'est comme ça. Il y aura des échanges après. On vous prend au montage. Il vous reste 5 minutes. Puisqu'on est un petit peu même sur les questions spatiales. Je ne sais pas si vous avez déjà construit des écoles, mais on a quand même des classes très généreuses. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des superficies de 80 mètres carrés par classe. On a 3,50 m sous plafond. Et surtout, comme vous allez le voir sur la façade, on a un bandeau vitré ici sur toute la longueur du bâtiment. Donc en linéaire, il y a quasiment 80 mètres, c'est-à-dire que c'est des classes qui sont très éclairées, qui ont des grands volumes d'air, qu'on a vu sur le paysage, entre toujours la cour et le paysage. Il y a aussi une relation à la rue
notamment dans la coupe, ce qui fait que les piétons ne peuvent pas voir à l'intérieur, mais finalement les enfants sont belvédères sur le paysage alentour que vous voyez. Il y a une série de parements acoustiques qui leur permettent de poser leur manteau, leur sac. Donc il y a vraiment une attention qui a été portée finalement au confort à l'intérieur. Et ce qu'on ne voit pas, parce que c'est pas encore terminé, vous voyez que c'est des photos de chantier, il y a du mobilier intégré finalement sur toutes ces allèges. Il y a des rangements qui sont à la disposition dans chacune des classes. Ce que nous on considère être sur la qualité de vie, c'est la notion de confort. On a l'habitude de dire que c'est un exploit invisible. On a du mal à les quantifier, c'est pas forcément objectif, c'est de l'ordre de la perception. En tout cas, c'est des éléments qu'on va en tout cas ressentir au quotidien ensuite. Ça c'est une vue depuis le préau qui tourne le dos au paysage et qui regarde plutôt finalement les cours qui sont en train d'être structurés, les différents jardins, et puis le passage ici qui est en train de se faire autour du Beaunoyer jusqu'à l'église. Donc l'idée c'était de se dire, vous l'avez écouté, un bâtiment qui a une insertion urbaine de qualité, qui se situe à chaque fois entre le centre-bourg, les cours et le paysage, donc avec un bâtiment qui est en structure bois, sur une infrastructure de béton, isolée en paille et surtout avec des revêtements en panneaux de bois sur toutes les faces donnant sur la cour. Du coup, je vais revenir sur cette diapositive parce que c'est un moment clé qu'on est en train d'engager. C'est l'idée de faire participer les enfants au projet. Alors, évidemment, pas sur le projet de bâtiment, mais c'est aussi l'idée finalement qu'ils comprennent encore une fois comment le bâtiment est fait et qu'ils se sensibilisent à la question de la ressource et au cycle du bois. Donc il y a un des agriculteurs là, qui va nous donner quelques chaînes. On va aller avec les enfants les abattre. Ensuite, on va profiter de la scierie des géants qui est à Cran pour le débiter. Et ensuite, on va ramener du coup les éléments de mobilier extérieur avec les enfants dans la cour de récréation. Et c'est aussi pour nous une manière qui s'approprie finalement l'école dans laquelle ils rentreront 2 mois plus tard. Et puis ensuite, avec l'équipe, on ira replanter finalement à l'endroit où on avait abattu les arbres avec les enfants. Donc il y a aussi finalement un projet pédagogique là qui est en train de s'associer en chantier qui va permettre de faire la transition avec le nouvel emménagement. Voilà quelques éléments nous, qui nous paraissent importants, notamment par rapport à la question qui était demandée sur le bois paille. C'est vrai qu'il y a une rationalité constructive qui permet, entre guillemets, aussi d'être relativement correct sur les coûts de construction, parce qu'il y a on va dire un mode constructif répétitif, et en même temps ça nous permet une grande souplesse d'usage. C'est-à-dire que ces bâtiments poteaux-poutres finalement dégagent complètement les bâtiments, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont comme ça, finalement ils pourraient être exploités légèrement différemment. La salle de motricité a été imaginée avec la possibilité de se transformer en une 4e classe, si jamais il y a un essor démographique et l'école attire des habitants. Donc c'est vrai qu'on parlait d'écriture architecturale, d'esthétique. Il y a une forme de sobriété formelle que finalement on oppose, en tout cas qu'on met en perspective avec la générosité spatiale qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement il y a des intentions spatiales qui sont très fortes. Une espèce d'ouverture complète sur le paysage, d'avoir toujours des grandes ouvertures sur la cour, c'est des éléments aussi qui permettent d'avoir cette force. On vous en a parlé, mais c'est quand même un point important, le fait de spécialiser, d'utiliser des matériaux, encore une fois, bruts et locaux sur la bois et la paille. On en parlera peut-être de la question ici de l'aération naturelle. Donc, il y a la différence du projet précédent, il n'y a pas de panneau photovoltaïque sur le bâtiment en soi. La mairie a quand même souhaité en mettre sur la cantine aussi dans le but de sensibiliser les particuliers à ces démarches-là. Et par contre, on a fait le choix de ne pas mettre une dessus et d'aérer, de ventiler naturellement les classes avec un balayage finalement est-ouest entre les classes. Alors là, c'est le moment que tout le monde préfère, hein. Plein de chiffres. Donc, assez brièvement sur la partie performance thermique. Donc, le fait qu'on soit sur des bâtiments avec une conception bioclimatique, qu'on ait fait le choix de passer en ventilation, en aération naturelle sur les salles de classe et la conception bois paille fait qu'on
On a des objectifs en performance thermique, donc si vous voulez, avec un gain par rapport à la RT 2012 classique de environ 50% sur les consommations. Où est-ce que ça se voit, ça vous pouvez montrer avec le... Oui, pas de problème. Ici, au niveau du CEP, de la consommation en énergie nucléaire, donc on a un gain par rapport à la RT de plus de 50%. Donc on est sur un bâtiment qui consomme peu. Du fait aussi de la qualité des matériaux employés des entreprises, on a un objectif de pyramide d'alerte qui est fait également. Donc on est sur tout ça qui contribue à... Et on est donc ça, sur vraiment avec le test final. Donc on est sur une option bioclimatique du bâtiment. De plus, la production photovoltaïque n'a pas été prise en compte dans nos calculs thermiques vu qu'ils ne sont pas implantés sur le bâtiment. Donc en dehors de ça, même sans photovoltaïque, on a un bâtiment qui est très performant. Donc, on peut, voilà, pour la partie, on va dire, chiffres et thermique. Et maintenant, la conclusion. Les enseignements. Bon, les enseignements, ils sont assez proches de ceux de Saint-Aignan. On pense que la motivation et l'engagement des élus est déterminant. En tout cas, nous, c'est aussi pour ça qu'on a envie de travailler dans ces territoires. Alors oui, parler du fait qu'il n'y ait pas forcément l'ingénierie, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de projets comme ça pour la commune, et à chaque fois que ça soit un défi. Mais on voit bien que ça nous permet d'expérimenter des choses, d'aller au fond, et même dans l'intégration en tout cas, de la maîtrise d'ouvrage et des usagers dans la conception, où ça nous paraît déterminant. De la même manière, il y a eu un accompagnement en amont des différents acteurs, des CIE, des Sud-Mayenne. Donc ça, bien évidemment, ça nous fait des terrains favorables. On n'a pas besoin de reconvaincre finalement tous les élus, c'est déjà une prédisposition. L'intégration en amont des ambitions environnementales, encore une fois, qui n'était pas dogmatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'idée c'était de mettre ça au débat et ensuite de trouver la solution qui convenait à tout le monde. Vous voyez bien en comparant justement ces deux projets que on peut déplacer les curseurs. Et finalement, il y a différentes positions, mais c'est même presque philosophique sur ce qu'on entend par architecture environnementale. En tout cas, nous, c'est ça qui nous paraît intéressant aujourd'hui de remettre au débat, finalement. Là, vous parlez d'erreurs à éviter, je trouve assez intéressant aussi Ah ben, c'était écrit comme ça, alors on essaie de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez mis sur l'erreur à éviter? Non, on parlait de la végétalisation des cours d'école. Ouais. Alors, on s'éloigne un petit peu quand même de la construction du bâtiment, mais ça nous paraît quand même important. C'est-à-dire pour nous, c'est la même chose. Hein. Ouais, parfait. On parle de la même chose. On parle quand même du bien-être aussi, le plaisir finalement de vivre dans ces lieux-là. On s'est quand même adossé sur les jardins avec, on avait parlé de la notion d'îlot de chaleur. Aujourd'hui, on voit bien que les cours d'école, finalement, on parle de mixité, d'égalité, d'épanouissement. Donc, on va un peu, évidemment, on s'est appuyé sur un parking existant, mais finalement, on a quand même décrouté les surfaces d'enrobés. Donc, la question aujourd'hui, c'est de les requalifier pour que ça réponde davantage aux enjeux actuels. En tout cas, en fait, c'était pas forcément une erreur, c'était plutôt dans la suite finalement du projet et sur les points sur lesquels on peut réfléchir. Merci beaucoup. Si vous voulez bien les applaudir, et puis je vais proposer à Monsieur le maire de me rejoindre pour l'échange. Et je demande tout de suite à notre comité d'experts de préparer la première question. C'est un peu les mêmes questions qu'avant, mais là je voulais appuyer sur le participatif. Comment vous avez pu trouver les bons curseurs pour que ça soit constructif et sensibiliser en même temps? Il y avait une stratégie ou ça s'était un petit peu sur le moment? Donc, si vous voulez, je pense que cette histoire de participation, c'est lié beaucoup au conseil, à la mandature précédente et aux conseillers précédents qui étaient très, très motivés pour faire quelque chose de très novateur au niveau écologique en ce qui concerne la nouvelle école. Et donc, c'est eux qui avaient mis en place un comité, comment ils avaient appelé ça, un comité de réflexion avec un architecte, avec le GAL, depuis au moins 3-4 ans encore. D'accord ? Et ça s'était fait longtemps, avant que j'ai pris la parole, ça s'était fait longtemps avant que les architectes n'arrivent. Voilà.
Après, un peu sur la stratégie, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas imposer nos bâtiments. Je pense que c'est un peu l'écueil qu'on avait dit trop souvent. C'est les bâtiments sur qui ne fonctionnent pas. On s'est fait plaisir dans le dessin, qui sont un peu déconnectés de la réalité. Donc nous, c'est pas du tout notre approche. Donc l'idée, c'était de se dire, il y a aussi quand même une enveloppe financière. Et donc, à un moment, on ne pouvait pas tout payer. Et je pense que c'était aussi ça, à un moment, la question, c'est quand il fallait arbitrer, c'était bien de mettre voilà, tous les inconvénients et les avantages. Donc, on va dire que la première discussion, par exemple, c'était la question de la distribution. Est-ce que la distribution, depuis l'entrée jusqu'à la classe, c'est des distributions extérieures ou intérieures? Ensuite, c'est poser la question, par exemple, de la forme des pièces et de leur orientation. Ensuite, on a parlé des matériaux, et finalement, on a à chaque... évidemment, on a orienté un petit peu la discussion par rapport au sujet, finalement, à l'avancement du projet. Il y a des choses, des fois, on a dit, voilà, ça, c'est trop anecdotique, on verra ça plus tard, on va dessus après. Donc, on a orienté quand même sur les choix stratégiques pour que ça se fasse étape après étape. Et je pense que, voilà, une des vertus, c'était à chaque fois que je disais tout à l'heure, que ce soit l'unanimité. C'est un peu dans le fait de dire, si on a tous pris ce choix-là, par contre, on revient pas en arrière. Voilà, on a suffisamment débattu et ça nous permet d'avancer progressivement. Oui, par exemple, pour l'implantation de l'école, c'était décidé, si vous voulez, il y avait trois implantations possibles. Et petit à petit, on s'est dirigé vers cette implantation actuelle et définitive. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait qu'on ait acheté un terrain. Ça a été aussi un sujet important, puisque le projet était très avancé. Et donc, quand je déclinais les architectes, on était 2 mois de retard. Peut-être qu'on était au moins 2 mois de retard. Je ne peux pas leur imputer. Puis ça a amené de la flexibilité, le fait que c'était très positif. Là, par exemple, le coup d'avoir la vision, d'ouvrir, évidemment, ça a un impact sur un chantier, mais un impact sur le fond ultra positif. Et de pouvoir avoir cette souplesse d'esprit, de dire on peut jouer avec les opportunités, si par exemple dans le participatif vous retrouvez des axes forts qui n'ont pas été anticipés, ben, cette flexibilité est forte. Oui, c'est sûr que, enfin, nous, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a une immédiateté, en fait, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. On se voit toutes les semaines et du coup, même la décision peut être plus rapide. On en parlait aussi sur le fait que vous n'êtes pas des clients, vous êtes des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire, en fait, c'est au-delà du rôle financier, c'est que vous participez à ça. Et souvent, on dit que vous achetez pas un bâtiment, vous achetez une collaboration. En fait, à Saint-Aignan, on a travaillé quasiment 6-7 ans ensemble. Là, ça va bien faire 4 ans, ça va bientôt faire la 5e année. Voilà, c'est aussi sur du long terme, c'est ça qu'on recherche. Une question dans la salle. Alors, ce n'est pas une question, c'est un complément d'information. Pardon, une fois de plus, je recommence. Pour renforcer l'information que M. Claire a donnée, effectivement, peut-être 4 ans avant le début du projet de la consultation de l'équipe d'architectes, on a travaillé avec l'ancien conseil municipal, avec une urbaniste du Nord Mayenne. On a fait une concertation. Vous pouvez donner son nom? Bénédicte Maillet du cabinet l'atelier Émile R, qui a fait une concertation en mode très raccourci, mais auprès des instituteurs, auprès des élèves, auprès des parents d'élèves, auprès du conseil municipal, pour connaître les points positifs, les points négatifs, quelle était eux leur vision de cet outil, pour donner des clés et des outils auprès du conseil municipal pour constituer le cahier des charges au plus précis, pour être le plus précis possible, pour que justement l'équipe d'architectes ait déjà, sans dire le travail pré-mâché, mais en tout cas un programme plus précis pour vraiment apporter une réponse. Et ça, certes, c'est du temps pour un conseil municipal, mais c'est ce qui donne aussi la qualité et le résultat plutôt qualitatif d'un projet. Pour être très au clair, le GAL continue à faire ce genre d'accompagnement. Au sein du GAL, dont je ne fais plus partie, il existe toujours 2 conseillers en énergie partagés qui accompagnent les collectivités et sur la maîtrise de leurs facteurs énergétiques et sur leurs projets de travaux. Et il y a des CEP un petit peu répartis sur toute la Mayenne, sur tous les pays de la Loire d'ailleurs, sur les différentes communautés de communes. Et ça fait partie de leur mission d'accompagner les communes sur les consommations énergétiques et sur les projets, avec toute cette phase amont où des conseils municipaux découpent ce monde du bâtiment, la hiérarchisation des cahiers des charges, des programmes, etc. Et c'est vraiment une phase amont très importante pour que le résultat soit le plus qualitatif. Merci. Romain? Oui, je vais commencer à rentrer dans le technique, si possible. En termes de localisation des produits, d'où vient, pareil, la voie, la même question que le projet précédent. Et avant ça, j'ai
compris qu'il y avait un travail de terrassement pour les cours d'école. Est-ce que c'est une réutilisation de la terre issue des fondations ou pas forcément? Alors, on peut commencer par ça. C'est vrai qu'il y a quand même un travail d'infrastructure qui n'est pas négligeable. Il se trouve que l'entreprise la plus proche, elle est dans la même rue et elle fait des panneaux de béton préfabriqués pour des murs de soutènement. Donc en fait, c'est aussi après quand on disait on essayait de réfléchir finalement à la localisation des entreprises et à s'intéresser à ce tissu. On a rapidement vu qu'ils étaient là et que finalement ce n'est pas non plus un contresens de faire ce travail et donc on pouvait l'engager. En tout cas, ça participait. La Socrame. Donc c'est eux, donc en gros les panneaux ils sont préfabriqués, je crois qu'ils font 800 mètres. 800 km, c'est l'usine Socramate et sur la Salle Cranèse, à 1 km ou 2 du bourg. Et donc tout le béton, tout ce qui était fabriqué en béton a été fabriqué à la Socramate. Donc plus local, c'est difficile. Et le bois que la SCOB a transformé, c'est pareil, c'est un bois. C'est la SCOB, c'est en Bretagne. Oui, c'est au sud de Rennes, donc c'est plutôt Bretagne, Pays de la Loire. Après, c'est vrai que les panneaux de revêtement, c'est plutôt du Malaise, donc ça c'est plutôt d'autres régions plus montagneuses. Enfin, c'est des points sur lesquels d'ailleurs on discute pour essayer de pouvoir en parler, notamment des visites pour continuer à faire C'est pas du Malaise d'outre-Atlantique, il vient pas du. Ah non, c'est quand même français. Mais par contre, nous maintenant on réfléchit aussi à des bois locaux qui ont plus de sens, et notamment qui arrivent notamment avec par exemple la classe 3 pour pouvoir être extérieur, naturel, et on en trouve. Donc après c'est aussi à nous, maîtres d'œuvre, de se sensibiliser et de vers ça. Je voulais dire juste un point sur la question de la paille, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire on prend la paille vraiment du champ en face. Il faut savoir aussi que la question de la compression du taux d'humidité fait que les entreprises les plus structurées vont aussi finalement s'organiser en interne, avoir des cahiers des charges avec des fournisseurs particuliers. Donc finalement, je pense qu'il faut aussi nuancer ça, c'est-à-dire qu'on aimerait tous que ça vienne d'en face et que ce soit directement nous. Il y a une complexité quand même de mise en œuvre, notamment la question de la perméabilité à l'air, qui fait que, par exemple là, c'est probablement un Ille-et-Vilaine avec un producteur qui est plus proche de son atelier. Donc c'est un peu la question que l'on se pose, notamment sur un autre projet qu'on est en train de faire. On fait 100 000 logements en bois paille. Et c'est la question de l'impact carbone et de la prise en charge, la prise en compte du transport dans le calcul global. Donc c'est des thématiques sur lesquelles on va aller progresser. Et pour aller dans votre sens, en termes d'impact carbone du transport, en fait, c'est pas si grand que ça dans l'approvisionnement des matériaux, donc il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, même si c'est évidemment intéressant d'un point de vue économie locale. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, puisqu'on est là-dessus, sur la Euro 2020? Vous n'êtes pas sur un projet qui est touché par la nouvelle réglementation, donc depuis le 1er janvier 2022, la Euro 2020 est applicable de façon progressive. Qu'est-ce que ça change exactement? Donc pour tous les projets neufs, il y a une nouvelle réglementation qui est applicable. Pour ceux qui n'ont pas complètement suivi, c'est quoi les différences de nature essentielles? Alors, la différence, c'est sur 6 points fondamentaux. D'abord, un renforcement de ce qu'on appelle le BBio, le bioclimatisme du bâtiment, donc sa capacité à ne pas consommer d'énergie. Ensuite, il y a un renforcement aussi sur la consommation d'énergie, comme on a l'habitude de voir, et la consommation d'énergie non renouvelable. Donc, on vient vraiment faire la différence entre ce qui est de l'ordre des énergies renouvelables utilisées et les énergies fossiles. Et on a 3 autres points qui arrivent qui sont extrêmement importants liés au carbone et au surchauffe d'été. Donc 2 sur le carbone, au surchauffe d'été. Donc 2 sur le carbone. On appelle le IC construction, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir les émissions de gaz à effet de serre en analyse de cycle de vie sur l'ensemble des matériaux liés qui sont utilisés dans le bâtiment. Et un deuxième point qui s'appelle IC énergie, qui sont les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'énergie tout au long des 50 ans de l'utilisation du bâtiment. Enfin, c'est comment on calcule ça? Et ça, c'est des logiciels qui viennent récupérer une base de données qui s'appelle INIES, avec des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui synthétisent un ensemble d'impacts environnementaux. Il n'y a pas que le carbone, il y en a une centaine
d'impacts environnementaux. Donc c'est intéressant parce qu'on peut faire une analyse au-delà de cette notion carbone pour aller voir, par exemple, la quantité de matériaux recyclables, de matériaux recyclés, d'impact sur la consommation d'eau, sur la santé. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant en termes de quantité de données utilisées. Donc n'hésitez pas à demander à votre bureau d'études ce type d'analyse un peu plus approfondie si vous, il y a un tel impact qui vous intéresse particulièrement. Et ça, c'est hors RE2020. La RE2020, elle est vraiment dans une logique centrée sur le carbone. Et puis un sujet sur l'adaptation. Sur l'adaptation au dérèglement climatique. Et là, en l'occurrence, on prend en compte la canicule de 2003 comme référence en termes de confort d'été, de scénario caniculaire en été, et on regarde comment le bâtiment se comporte par rapport à ce scénario-là, parce qu'on pense que ce sont des canicules qui vont se multiplier. C'est pas qu'on pense, on sait que ce sont des canicules qui vont se multiplier à l'avenir, et donc on essaye d'adapter le bâtiment. Si l'inconfort est trop important, la réglementation prend en compte le fait que il va probablement être climatisé à l'avenir. Donc il va utiliser de la climatisation, même s'il n'y a pas de climatisation utilisée. Donc il vaut mieux aller dans le moins d'inconfort d'été, donc en utilisant tous les principes liés à l'inertie, à la ventilation naturelle, etc., pour limiter cet inconfort d'été qui existera de toute façon toujours un peu. On revient sur la série de questions où vous vouliez apporter un complément. Moi, j'aurais pas dit mieux. C'est pas vraiment. Là, vous avez, en 5 minutes, vous avez le résumé d'une nouvelle réglementation qui est une sorte de petite révolution dans la profession et une révolution pour les maîtres d'ouvrage également. Et une précision, pour les bâtiments d'enseignement, dans ce cadre-là, école publique, c'est à compter du 1er juillet 2022. Les logements 1er janvier, collectifs, les individuels, et du coup, à compter du 1er juillet 2022, à la fois les bâtiments de bureau, également aussi les bâtiments d'enseignement, sont assujettis à la réglementation à 2020. Si je peux me permettre, je viens de découvrir ce que vous dites, c'est pas une petite modification, c'est une inversion totale de l'approche, parce que jusqu'à maintenant, on approchait le chauffage, et là vous êtes en train d'approcher climatisation. Donc c'est pas une petite modification, c'est une inversion totale de la convention de la construction des bâtiments. Alors, ça existait avant, l'approche en confort d'été existait avant de manière un peu moins bien utilisée, mais là vous avez raison, on commence à prendre en compte l'évolution des règlements climatiques et tout ce qui va derrière. Alors, je vais mesurer un petit peu le propos. La climatisation, la quantité d'énergie utilisée pour la climatisation, elle reste, elle n'est pas significative, mais elle reste inférieure aux consommations de chauffage en règle générale. Si je ne me trompe pas, ça dépend les usages, mais effectivement, c'est clairement important. La vraie révolution, c'est effectivement, comme je le disais, c'est la prise en compte du carbone avec ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, on revient aux questions. Par rapport à une question technique, on parle de confort justement par rapport au B, par rapport au dimensionnement. Donc on est quand même sur un ouvrage qui est très vitré, donc qui est très qualitatif d'un point de vue visuel, puis en plus sur le paysage. Malgré tout, d'un point de vue confort thermique, est-ce que du coup, vous avez travaillé des sujets en termes de protection solaire? Est-ce qu'on a parlé d'aération naturelle aussi? Comment concrètement on l'utilise? Enfin, comment a été du coup identifié ce sujet par rapport aux orientations? Peut-être rappeler aussi Les orientations, ça c'est la façade ouest, donc c'est la plus délicate. Pour autant, il y a quand même un débord de couverture de 2 mètres qui fait casquette. En plus, il y a des stores textiles extérieurs qui permettent d'adapter finalement à l'usage, en tout cas la possibilité. Et par rapport à l'aération, vous voyez, en gros, le prochain module, il y a à peu près un ouvrant sur 3, ce qui fait qu'avec la double porte qui est sur la cour, ça permet d'avoir un balayage à peu près équivalent est-ouest. Les plafonds sont pas à 23 mètres, combien? 25 ans? 25 ans. Quand est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il y a un indicateur qui fait... Alors il y a un indicateur, il y a des petits boîtiers là qu'on a vu apparaître, vert, orange, rouge. L'idée c'était quand même de se dire, on a des grands volumes, donc a priori, chaque création, au moment où les enfants sortent, dès qu'on arrive à faire un balayage. C'est la quantité de carbone qu'il y a dans la salle. De CO2. Donc en ce moment, je ne sais pas qui peut regarder le petit boîtier, on a combien dans cette salle? 735 750 735. 735, c'est bon, on peut rester dans la salle. Le seuil est jusqu'à 900, c'est ça? On peut rester. On peut rester. Est-ce qu'il y a des questions justement dans la salle? Monsieur? Je savais si on peut, je fais partie du Bourg-Neuf, conseil de comité de
pilotage d'une future école. Vous voulez savoir la nature du verre. Je vous parlais du verre. C'est une nature particulière du verre de tout l'ensemble. Est-ce qu'il filtre? Est-ce qu'il a... C'est un double vitrage classique. Après, sur la cour, vu qu'on donne sur une cour et qu'on est à chaussée de plein pied, c'est la stabilité de face, donc ça permet de résister au choc de ballon. Et par rapport aux UV, par rapport à l'infiltration solaire, C'est sur du classique en termes de transmission lumineuse et de transmission de chaleur également. Mais je pense que vous avez créé des ombres aussi, vous Voilà, n'avez pas le fait- besoin voilà, de faire le des fait filtres. qu'on ait un masque du coup généré par les bords de toiture fait que et les stores aussi, les stores extérieurs permettent de bloquer la quantité de chaleur qui va être transmise à l'intérieur des pièces. Après, effectivement, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire qu'en fonction des orientations, des façades, on peut faire une sélection effectivement pour la transmission lumineuse, plus pour le confort visuel, et puis le facteur solaire, pour se réduire le facteur solaire. Et les vitrages, c'est soit généralement du 80-60, du 70-40 ou du 60-30, et en fonction des orientations franches, si on veut limiter les apports solaires, plutôt on est du 60-30, ou un bon compromis, c'est 70-40. Voilà, puis ça change, c'est plein de technologies aussi qui changent, il y a plein de variantes. Et l'idée, c'est de travailler en fonction des orientations, les différents besoins qu'on a besoin. D'où le problème de la climatisation, c'est le milliard de consoles avec le même qu'avant. En fait, ce qu'on cherche, c'est surtout à éviter la climatisation. C'est ça. Peut-être qu'on n'a pas été... on fait comme si on était obligé de mettre de la clim pour venir alourdir, comme si on mettait un sac à dos avec des pierres, vous voyez, pour alourdir le projet, pour obliger justement à ne pas mettre de la climatisation. Je pense que dans le propos, on a... Et donc, on fait tout pour l'éviter. Et puis que les sessions avec justement beaucoup de vitrage, de chauffage, est assez facilement maîtrisable. En fait. C'est juste évacuer la chaleur qui est plus compliqué à faire. Une autre question, je crois, monsieur Boulier, et après madame. Oui, alors c'est une question qui est moins technique et peut-être plus pratique. On voit clairement là qu'on est dans un projet de revitalisation de Bourg, avec cette opportunité de maison qui a permis d'avoir un schéma de circulation apaisé plutôt pas mal, je trouve, même pour l'avoir vu. Ma question, parce qu'on voit qu'il faut beaucoup de temps avant d'avoir ça, et là je vais faire écho un petit peu à du travail que réalise actuellement le CAE pour l'aide à la prise de décision d'un conseil municipal. Qu'est-ce que vous apportez comme outil? Est-ce qu'on a des vues 3D? Est-ce qu'on a de la maquette? Est-ce qu'on a des choses comme ça qui vont permettre d'avancer dans la prise de décision? Et pas seulement un plan, parce qu'en fait c'est très conceptuel de voir un plan, on écrase tout, comme si on regardait du ciel et on regarde jamais rien du ciel. Comment vous faites pour aider les gens à s'insérer? On aurait dû apporter la maquette, en effet. On commence toujours par une maquette du bourg, avant même de regarder le bâtiment. C'est aussi une manière finalement de reconsidérer plus globalement le site. À Saint-Aignan-sur-Rond, on avait fait la balade urbaine. C'était l'idée aussi de reparcourir finalement le bourg pour mieux le comprendre avec les habitants, qu'ils arrivent eux à exprimer leur manière d'habiter, et puis peut-être aussi nous d'exprimer des qualités spatiales ou peut-être des singularités de ce bourg par rapport à un autre qu'ils auraient parfois ou d'autres parfois. Donc ça c'est le premier point. La maquette. Après on avance. Nous on met aussi une maquette sur le chantier, c'est-à-dire qu'en fait les entreprises voient toujours le bâtiment en maquette qui permet de le construire, c'est toujours de se dire quel est l'objectif. Et il y a un autre élément, alors, on l'avait mis là, mais vous ne pouvez pas le voir, mais je vais vous le dire. C'est à cet endroit-là, donc, par exemple sur la concertation, c'est qu'on a dessiné devant eux, par exemple, une vue, un croquis en perspective de ce qu'était l'intérieur des classes. Donc en fait, ça a permis, c'était une grande coupe perspective, ce qui permettait d'aborder des questions techniques et matérielles et en même temps spatiales. Vous pouvez imaginer mieux les proportions, la manière d'installer les tables. Mais vous n'utilisez pas les... Pas encore. Mais finalement, c'était assez des lunettes spéciales. Et c'était une manière, on a aussi pris le temps de dessiner devant eux. Ça leur a permis aussi de rentrer progressivement dans le dessin. Mais à chaque fois, c'est de se dire, en effet, je suis d'accord avec vous, quel est l'outil qui permet de communiquer de manière la plus facile. Et c'est vrai que le plan et la coupe peuvent rester abstraits. Est-ce que vous avez changé des choses suite à des réunions de concertation comme celle-là? On dit, attends, mais c'est eux qui ont raison, ils ont vu un truc que nous, on n'avait pas vu. Changer le chauffage. Monsieur le maire, oui? Le chauffage a changé grâce... Dans la proposition initiale, c'était un chauffage par le plancher.
D'accord. Et si vous voulez, moi, il nous a semblé au conseil municipal que le chauffage par un plancher sur un local utilisé sporadiquement, c'est-à-dire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, seulement 4 jours par semaine, 36 semaines par an, compte tenu de l'inertie que ça représentait, de la masse qu'il fallait chauffer le matin, etc. Donc on a suggéré, si vous voulez, aux architectes, de passer à un chauffage plus conventionnel, avec des radiateurs qui sont publics. Effectivement, c'est une contrainte parce que nous, ça perd de la place dans l'école. Mais voilà, donc ils ont suivi là-dessus. Il y a un complément. Ouais, un petit complément rapide, c'est que, alors je sais que c'est peut-être un peu dur à entendre, mais en fait le plan urbain. Ça, c'est le moment violent, là, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est vrai que le temps de l'urbain, il est très long. Et pour nous, en fait, ça a été très court. C'est-à-dire que on voit aussi que dans ces situations-là, où on est en peut-être le maître d'ouvrage, l'opportunité d'acheter une maison, de la démolir, vous voyez le café qui se retourne, il s'est passé 2 ans. Entre eux, ici, vous voyez, on a, la mairie a fait un deal avec ce propriétaire en disant on prend le bout du jardin et puis on vous permet l'accès ici pour accéder au jardin. Ensuite, on a démoli la maison. Ensuite, le café communal va se retourner et tout ça en 2 ans. C'est très très court 2 ans. Pour arriver à ces dispositifs-là urbains, là où en ville, en effet, le tissu est plus serré et il y a une pression foncière qui fait que parfois c'est sur 10, 15, 20 ans. Donc je voulais juste remettre cette échéance-là parce que pour nous, c'est presque de l'ordre de l'immédiateté en fait, ce qui est assez formidable finalement d'arriver là en 24 mois. Alors. Oui, en fait, c'est pas une question. Bonjour, Linda Pingot, donc je suis architecte à la. Je voulais juste rebondir sur votre idée d'aménager les cours d'école. Il y avait une petite note là tout à l'heure par rapport à ça, parce qu'on parlait de la question de la surchauffe d'été. En fait, il y a un type de projet un peu courant là en ce moment, c'est un petit peu. Vous appelez les oasis? Les cours d'école Oasis à Paris, les cours digitalisés un peu partout en Europe. Et en fait, ça intègre vraiment cette question de gestion de surchauffe des bâtiments, parce qu'en fait, les cours d'école sont généralement entourés de bitume bien noir qui captent et stockent bien la chaleur et, en journée. Et si on a des ouvrants la nuit pour rafraîchir, mais que c'est le bitume qui rejaillit à l'extérieur, sa chair, on va les journée, ça peut être un petit frein, et même pour le confort des enfants. Et donc, pour permettre finalement de mieux passer ces étés canicules, effectivement, on va avoir à intégrer dans nos bâtiments l'aménagement des espaces extérieurs et la végétation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour nous, c'est à part, c'est le même projet, en fait. Et on ne peut pas imaginer l'école séparément du bâti. Les deux vont ensemble, parce que l'un va rejaillir sur l'autre. On ne peut pas refroidir un bâtiment sur les cours d'école qui le réchauffe. Vous voulez rajouter quelque chose ou poursuivre là-dessus, monsieur le maire? Il y a une difficulté, donc, suite à l'intégration, la prise en charge du fait qu'on a fait un parc. On a une difficulté sur l'intégration d'un projet nouveau dans un projet ancien. Et donc, si vous voulez, on s'est retrouvé avec des difficultés sur des murs qui étaient très anciens qui n'ont pas tenu. Donc, on a un certain nombre de travaux supplémentaires liés au fait, si vous voulez, qu'on a changé le prix au parc. C'est pas négligeable au niveau du budget, du coût global. S'ils n'ont pas voulu nous le faire gratuitement. C'est juste un petit point de vigilance, justement, c'est que nous réfléchit avec justement l'environnement futur et souvent le paysage, l'aménagement et souvent c'est squeezé à la fin parce que le budget est un petit peu dépassé. Or, ça casse totalement, ça peut casser la cohérence globale d'un petit urbain, d'un projet urbain ou aménagé. Donc, il ne faut pas avoir peur de tirer un peu plus s'il faut, mais c'est important. Comme vous disiez aussi sur le confort des enfants et tout. Et c'est pour ça qu'on a voulu terminer notre séquence aujourd'hui par un échange autour de la question du végétal, parce que c'est ce qui est négligé. À un moment, on se dit, si on a besoin de gagner 5%, c'est là-dessus qu'on va l'enlever. Donc on a envie de dire, ah non, attention, là on doit vraiment le mettre au centre du projet. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Et en même temps, l'enrobé coûte beaucoup plus cher qu'une surface de Donc c'est pas très malin. Madame. Alors je rebondis là-dessus parce que le végétal, évidemment, c'est beaucoup mieux. Seulement, c'est beaucoup d'entretien. On est dans des communes on a peu d'agents communaux et c'est une dose en plus d'entretien. Enfin, je signale juste ça. Oui, bien sûr.
Voilà. Ah, vous avez une réponse, madame, j'ai l'impression. Non, en fait, je pense qu'on a un travail à faire de recherche sur qu'est-ce qui peut permettre de moins d'entretien. Par exemple, là, je suis en train de rechercher pour les pelouses dans les écoles, il y a les tapis de trèfle, par exemple, de semer du trèfle, qui fait un tapis très dense, qui ne pousse pas, qui résiste au piétinement. Ça peut peut-être être une piste pour éviter de passer la tonte régulièrement. Dans les écoles, souvent, on est embêté, on doit ramasser les feuilles mortes qui tombent sur le goudron, parce que ça fait une pâte visqueuse sur lesquelles les enfants peuvent glisser. Finalement, si autour des arbres, on débitume et on met des copeaux de bois ou du sable, voilà. On réfléchit à l'entretien plutôt comme une zone de sous-bois, et finalement les feuilles se décomposent dans les compos. Et c'est un petit peu... Mais je vous rejoins, mais on a pensé les choses dès la conception, il y a des solutions. Et les enfants reviennent chez eux peut-être avec des habits moins propres que le matin. Alors les écoles Oasis mettent des petits flyers aux parents, et comme quoi les enfants peuvent venir avec des bottes à l'école, mais ils adorent ça. C'est quand je vous ai rappelé du film, c'est sûr. Et ils s'écorchent moins les habitants, même si sérieux. Bon, voilà, tout ça, ça s'équilibre, mais c'est des sources d'échange avec les habitants, parce que c'est surprenant, ça fait 70 ans qu'on fait des cours d'école à l'aide du bitume, il faut arriver à faire passer, mais en même temps, une fois que c'est fait, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de vivant, on remet un peu de vivant dans nos écoles. Sur l'artificialisation des sols, effectivement. C'est vraiment intéressant, c'est un parti très intéressant. Je veux dire aussi, il y a des leviers, aussi réglementaires. Certains pays aussi imposent des conditions d'imperméabilisation, des conditions biotechniques, qui va imposer un certain nombre de surfaces végétalisées dans le cadre de la parcelle, qui va obliger de soit prévoir des toitures végétalisées, soit effectivement prévoir des parvis végétalisés pour végétaliser. Dans l'obligation, il y a aussi des démarches environnementales qui portent sur des référentiels, on parle de référentiels notamment, où il y a des indicateurs qui sont liés aussi à la gestion des eaux pluviales, position d'imperméabilisation du sol, qui incitent justement à augmenter la biodiversité et implanter plus de strates végétales dans une démarche globale de bien-être, de santé et de réduction des débits de chaleur. Voilà, c'est une réduction globale qui est appréhendée dans tout projet, j'ai envie de dire, de construction bâtimentaire, puisqu'elle englobe la parcelle. Donc, évidemment, l'aménagement extérieur est inclus dans la parcelle. Une question au niveau de la compréhension de la population. Comment ça s'est passé gentiment, la destruction de la maison? Globalement, la population est assez d'accord pour la construction de cette école, heureusement, parce que quand même, quoi qu'il en coûte, Pour l'école, oui. Mais voilà. Ah, vous avez fait du quoi qu'il en coûte, vous aussi, là. Donc, non, mais c'est pour dire que, si vous voulez, il y a une adhésion de la population, il y a une adhésion au pari, et tout le monde est bien conscient, tous les gens avec lesquels je discute sont bien conscients qu'il s'agit d'un pari, d'accord? Et que, pour l'instant, si vous voulez, on a fait quelque chose qui semble correct. C'est pas terminé. C'est même pas terminé pour le chantier. C'est pas non plus terminé pour le prix, si j'ai bien compris. Donc voilà. Encore d'autres questions? Monsieur? Oui, une question à l'équipe de maîtriseurs. Si vous voulez vous présenter. Donc, François Desvrais, technicien énergie pour ma communauté. Concernant les rénovations et l'isolation en paille, est-ce qu'au niveau des règles professionnelles, on a avancé sur ce qui est ITE paille? Et est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est faisable. Après, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que la paille n'est pas porteuse. Il faut quand même avoir des montants en bois, donc ce qui fait qu'on finalement on double un petit peu la structure dans les montants. Je pense que ça se discute. On a aussi vu qu'en Pays de la Loire, il y a des entreprises qui essaient de faire de la note de 22, de faire de la note de 37 pour revenir finalement sur des endroits plus classiques et plus économiques. Nous, ce qui est important, on en parlait tout à l'heure à la pause, c'est la question un peu des coefficients dans la paroi, des différents éléments, et de bien s'assurer que le point de rosée ne va pas se situer sur la paille et qu'on arrive à faire sortir par l'extérieur. Donc, je veux dire, ça dépend, on va dire, du bâtiment existant dont vous parlez, de ses caractéristiques, et ensuite d'essayer de trouver la bonne manière de faire. Et sur le principe, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Je voudrais en profiter pour faire un petit focus sur la rénovation. Il y a une nouvelle réglementation aussi, on a parlé tout à l'heure sur le neuf, qui est l'aéromarin, mais on a une réglementation sur l'obligation de rénovation de tous les bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires, c'est quoi? C'est tous les bâtiments où on ne dort pas. Ça en fait beaucoup. Ça, c'est un bâtiment tertiaire, une salle de sport, c'est un bâtiment tertiaire, une école, c'est un bâtiment tertiaire, une mairie, c'est un bâtiment tertiaire, les commerces, etc.
Donc ça veut dire que toutes les communes sont concernées par la question à partir du moment où c'est des bâtiments qui ont plus de 1000 mètres carrés. Et en fait, on voit bien que la logique, c'est d'aller vers une diminution de la consommation énergétique et donc d'amener les communes à commencer à regarder leur patrimoine et voir comment est-ce qu'elles peuvent diminuer la consommation énergétique de leur patrimoine. Est-ce que là-dessus, on a le décret est applicable à partir de quand et qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans les clous du décret? C'est un décret qui va commencer à être particulièrement actif dans les semaines à venir en fait, parce que fin septembre, tout le monde qu'on appelle les assujettis, donc probablement vous en tant que commune, devrez remplir les consommations d'énergie sur une plateforme en ligne qui s'appelle Opérat, qui est organisée par l'ADEME en lien avec le ministère, et qui va permettre, à partir d'une année de référence que vous aurez à définir parmi les années précédentes, une baisse successive au fil du temps des émissions, des consommations d'énergie, avec en ordre de grandeur moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2060. Alors, il y a des 50 en 2050, pardon. Donc on a la trajectoire qui est définie. Donc aujourd'hui, là, on est dans le lancement de tout ça avec cette définition d'année de référence. Et ensuite, l'idée, c'est de suivre pas à pas avec des échelons tous les 10 ans pour voir dans quelle mesure votre parc arrive dans cette trajectoire. Ça sous-entendra quand même qu'il y aura des audits énergétiques qui seront menés sur ces opérations, pouvoir estimer, quantifier, comprendre le bâtiment sur les consommations, les typologies de consommation, et pouvoir après faire un plan d'action affilié soit au chauffage, soit à la consommation d'éclairage, ainsi de suite, en vue d'atteindre les objectifs de moins 30 J'ai vu au regard des uns et des autres, je vais vous donner la parole tout de suite, que ça paraît complexe et ça l'est. Sachez que Novabuild a lancé quelque chose qu'on a appelé l'école du tertiaire bas carbone. On a eu une première session la semaine dernière. On va accompagner pendant 6 sessions des gestionnaires d'immobilier, quels qu'ils soient, privés, publics, etc., à utiliser ce décret comme opportunité pour valoriser leurs bâtiments existants et se donner une stratégie, notamment pour parvenir au moins 60%, parce que ça paraît, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux, pas par hasard, parce qu'il faut parvenir à la neutralité carbone dans à peine 30 ans. C'est un rythme qui est imposé à l'ensemble de la société, qui est extrêmement puissant, et on sait que le tertiaire, c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres pays. J'ai entendu qu'il y avait une question, monsieur, et après madame. Oui, monsieur. À un moment donné, on vient rajouter une couche au millefeuille. J'ai l'impression qu'on fait déjà la chose avec les conseils en énergie partagée. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qui va... La différence, c'est que là, vous allez déclarer les consommations sur une plateforme. Ce qui est formidable, c'est qu'à l'échelle nationale, on va avoir une vision complète de toutes les consommations d'énergie de tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² en France. Donc, c'est pas une couche de plus, c'est simplement une orientation. On est, si vous le faites déjà, c'est votre conseiller énergie partagée qui va vous aider à remplir le document Opérat. Et puis après, vous, comme le disait Romain, vous allez vous donner un point de départ, c'est-à-dire, bon, maintenant, mon point de départ, c'est 2010, et je fais les moins 50, moins 30, moins 40, moins 50% à partir de ce repère-là. Et là, ça touche tous les bâtiments à partir de 1000 mètres. Au-dessus de 1000 m². Sur une même parcelle. Oui, moi j'ai une question. On arrive très vite à 1000 m², c'est 1000 m² sur une même parcelle. J'ai une question à poser. Vous êtes sûr que l'énergie consommée par tous les serveurs et les plateformes que vous avez utilisées pour faire ce regroupement ne va pas un peu perturber? Vous êtes sûr? C'est rien du tout à côté. Non, je vous assure, monsieur. Vu la quantité de tertiaires qu'il y a, non, là, c'est vraiment négligeable. Madame, vous avez une question? Oui, donc je suis chargée de mission plan climat pour ma communauté, Annie Guano. J'avais une question concernant le photovoltaïque. En fait, je m'étonne qu'on n'ait pas prévu de panneaux sur cette école. Et je pense qu'on va tous plus ou moins vers une direction d'autonomie énergétique, surtout quand on voit le prix de l'énergie qui ne cesse de gonfler. Donc, est-ce que c'est prévu
Ou est-ce qu'au moins le bâtiment est PV ready pour pourquoi pas une installation plus tard? Alors l'orientation, si vous voulez, des panneaux, ça aurait été compliqué. Ensuite, l'intégration dans le paysage, ça aurait un peu changé la donne. Donc effectivement, on ne s'est pas dirigé vers des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des surfaces de la toiture. C'est quoi l'énergie qui a été choisie? C'est sur une pompe à chaleur, donc pompe à chaleur pour faire le jour électrique, pompe à chaleur, et en gros avec émission par radiateur chaud. Alors, il y aurait une possibilité, je veux dire, avec la façade ouest, de des panneaux solaires, photovoltaïques, en tout cas, c'est pas une difficulté, je dirais, technique. Et après, c'est un choix aussi financier et autres. Je veux dire, ça peut se faire pour anticiper. Pleinement, je veux dire, la toiture permet quand même, dans les panneaux ouest, une longueur suffisante, comme ça l'a été pour la cantine tout à l'heure, je prévois effectivement des panneaux photovoltaïques, soit pour faire une petite consommation, pour faire la revente. Effectivement, la toiture le permet très bien. La surcharge a été très forte. Peut-être dire un petit mot que ça a été discuté déjà en réunion avec le conseil et que les arbitrages aussi nous, c'est-à-dire que dans les maîtrises d'œuvre, on doit aussi arriver à hiérarchiser un petit peu les choix qui peuvent être faits, etc. Et c'est vrai qu'on est plutôt favorable à favoriser une qualité du bâti en général, voilà, notamment là à Voie-Paille, pour avoir une pérennité aussi de ça. Et quelque part, à Saint-Élian, ça a été un peu la cerise sur le gâteau qui a permis en effet d'avoir un projet cohérent jusqu'au bout. Mais voilà, on a présenté aussi ça de manière un peu hiérarchique et après, les ouvrages, quelque chose. Nous, ce qu'on préconise à Novaville, c'est, pour aller dans votre sens, de prévoir ce qu'on appelle en bon français de rééquiper, de faire comme si un jour on installerait des panneaux photovoltaïques et que la toiture facilite cette installation pour qu'on n'ait pas de surcoût qu'on ait que le surcoût du panneau qu'on pose au moment où on a à le faire. Donc ça peut être prévu dès le cahier des charges, dès la programmation. En fait, nous, le potentiel, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une couverture quasiment mono-pente en sud. C'est le bâtiment existant, donc aujourd'hui, il n'est pas encore nécessaire. Mais la mairie sait que potentiellement, le jour où on fait la toiture ici, la couverture, il y a la possibilité de mettre. Parfait. Une dernière question. Alors non, c'est un complément d'information. C'est pas vous, c'est pas les questions. J'avais oublié. Je suis complément d'information. Non, il y avait une réflexion sur du solaire photovoltaïque et effectivement il y avait la notion du surcoût. Donc il y a eu une petite réflexion de faire de l'installation citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens, habitants de la Seine-Cranaise ou autres, les élus, les entreprises, puissent également investir dans un petit, moyen champ photovoltaïque avec de l'investissement citoyen pour soulager l'enveloppe. Mais la réalité fait que déjà ce genre de projet est très lourd pour une municipalité, et rajouter cette couche de projets photovoltaïques citoyens demande du temps, demande du cerveau disponible, etc. Donc il n'a pas pu se faire pour cette raison. Mais il faut savoir que le réseau régional des énergies renouvelables est en train de se structurer pour fortement développer des ENR citoyennes, pour impliquer les citoyens et pour soulager, aider aussi les élus et décideurs pour développer ce type d'énergie renouvelable. Monsieur, vous n'êtes plus au GAM, mais vous êtes une personne ressource. Où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Je fais partie maintenant de l'association qui s'appelle Synergie 53. On est basé à Changé et on travaille depuis plus de 15 ans. On travaille depuis plus de 15 ans sur la maîtrise de l'énergie, les développements d'énergie renouvelable citoyenne, le réseau des collectivités, un réseau très intéressant pour les élus de la Mayenne qui fait régulièrement ce type d'intervention, d'échange de connaissances, de retour d'expérience, sujet de végétalisation de cours d'école, de la place dans l'arbre, etc. Donc Synergie 53 pour Mayenne. C'est moi je l'ai demandé. Non, ça va, bien sûr. Très bien. Mais si vous voulez bien applaudir notre équipe,